Cette région, c'est quasiment un continent, un habitant de la planète sur 5 y habite, et il y a là à la fois enjeu régional, enjeu de civilisation entre musulmans et hindous, entre monde indien et monde chinois, et par conséquent un enjeu mondial. Donc dans ce tableau dispersé que vous allez découvrir, essayez d'entrer dans le système de l'Union indienne en ayant peut-être 3 logiques à l'esprit. Une logique de puissance régionale, une logique de voisinage avec la Chine, et une logique où l'enjeu économique mondial se substitue à l'enjeu stratégique d'autrefois. L'Inde est centrale et se perçoit comme telle. Et si on commence par une vision continentale, on repère un premier voisin, le Bangladesh, avec sa capitale Dhaka. Rappelons d'abord que ce pays, qui était lors de la partition de 1947 le Pakistan oriental, ne serait pas devenu indépendant sans l'intervention de l'armée indienne contre le Pakistan en 1971. Et depuis, le rapport des forces entre l'Inde et le Bangladesh n'a jamais pu se rééquilibrer au profit du petit pays. Pour prendre un exemple, regardez le Gange, qui est ce grand fleuve qui traverse les deux pays. Il débouche sur le golfe du Bengale, dans un delta commun avec le fleuve Brahmapoutre, et il provoque l'ensablement partiel de Calcutta, ville indienne. Donc l'Inde a construit un barrage, Farakka, pour détourner vers le fleuve Hooghly une partie des eaux du Gange. Conséquence, une perte en eau pour le Bangladesh, et c'est une perte qui est très lourde de conséquences pendant la saison sèche. Or, c'est seulement en 1997 que s'engagent les discussions sur la répartition des eaux entre les deux pays. Et si on regarde la carte, on voit bien ce coup de poulet, comme on l'appelle. Le Bangladesh est totalement cerné, entouré par l'Inde, ce qui réduit évidemment toute marge de manœuvre. C'est aussi le cas du Bhoutan. Le royaume himalayen est de facto un protectorat de l'Inde, qui tient l'économie du pays à bout de bras, et qui d'ailleurs ne fait aucune pression pour que cessent les atrocités que les autorités bhoutanaises font subir à leur minorité d'origine népalaise. Le but, c'est de faire jouer au Bhoutan un rôle de glacis, de tampon, face à la Chine. Plus à l'ouest, le Népal. On constate là aussi l'enclavement total du pays entre la Chine et l'Inde. Or, l'Inde joue de cet enclavement dans sa diplomatie commerciale. Et en regardant la géographie, on repère les leviers disponibles. Calcutta est le port naturel pour les exportations népalaises. Delhi fait donc pression pour que Katmandou ne choisisse pas Dhaka comme autre chemin pour son commerce. Et la pression, voire le blocus, c'est arrivé. Il est facile puisqu'il fait transiter par ce petit morceau de territoire indien que vous voyez là, le commerce extérieur du pays. L'enjeu majeur est évidemment au nord et c'est le voisin chinois. Voici tout d'abord le Tibet. C'est sur ce grand plateau en altitude que se rencontrent ces deux civilisations majeures, la chinoise et l'indienne. Elles sont depuis des siècles en compétition et l'Inde a accueilli le gouvernement en exil du Dalai Lama lors de sa fuite du Tibet devant l'invasion de l'armée chinoise en 1959. Dimension culturelle mais aussi dimension stratégique. Depuis la guerre sino-indienne de 1962, la Chine occupe le glacier de l'Aksai Chin, qui est territoire indien. De même, la Chine revendique une partie de l'Arunachal Pradesh, car elle n'a jamais reconnu la ligne McMahon tracée par les Anglais entre l'Empire britannique des Indes de l'époque et la Chine des Mandchous. Maintenant plus à l'ouest. Je vous ai parlé longuement du Pakistan la semaine dernière. Alors si cette semaine on entre dans la logique de l'Inde, on constate que les problématiques ont évolué. L'Inde n'est plus l'allié de l'URSS, et pour cause, et elle apparaît maintenant comme un énorme marché. Donc, pour cause d'intérêt économique, l'axe stratégique Pakistan-États-Unis est peut-être moins anti-indien qu'autrefois. La problématique nouvelle est plus dans le risque de l'islamisme militant que dans le risque d'une autre guerre classique entre l'Inde et le Pakistan. De toute façon, l'Inde garde la capacité nucléaire avec le raisonnement suivant: si la dissuasion a un marché pour les grands, pourquoi la dissuasion ne marcherait-elle pas pour les petits? Poursuivant une révision de sa politique extérieure, qui est imposée par cette disparition de l'URSS, l'Inde a signé, fin 1996, un accord avec l'Iran et le Turkménistan.
D'abord pour tenter de réorienter son commerce vers l'Asie centrale, puis vers la mer Noire, et puis parce que le Turkménistan se révèle un énorme réservoir de gaz naturel. Bien, sauf que jusque-là, nous n'avons parlé que du nord. Maintenant, si on garde Delhi comme centre et que l'on se met à regarder au sud, on découvre qu'il y a un océan, lui aussi Indien. L'Inde est évidemment une puissance maritime. Sa forme en triangle, qui plonge dans l'océan Indien, lui fait contrôler le passage entre la mer d'Arabie et le golfe du Bengale. On se souvient qu'elle a joué, pour les navigateurs européens, un rôle majeur entre le XVIe et le XVIIIe siècle, comme destination ou comme escale entre l'Occident et un Orient plus extrême. Puissance maritime, elle a, fin des années 1980, élargi son rôle régional aux Maldives, où elle a envoyé une force de maintien de la paix pour y soutenir le président Abdul Gayoom. Et puis à partir de 1988, au Sri Lanka, pour soutenir les Tamouls de l'île. Eh bien, cette force indienne a dû être rapatriée après de lourdes pertes, et Rajiv Gandhi a été assassiné sans doute pour un mobile en relation avec la guerre civile au Sri Lanka. Puissance régionale vers le sud, elle l'affiche par l'accord commercial signé en 1997 entre 14 nations riveraines de l'océan Indien. C'est, je cite, un accord d'intégration régionale de l'océan Indien, au centre duquel se trouve l'Inde. Ces dirigeants actuels ont bien saisi qu'il fallait désormais conditionner les relations régionales et les relations avec les États-Unis à l'heure mondiale du tout économique. Maintenant, à l'échelle mondiale, l'Inde reste une nation influente. Elle est un pays lanceur de satellites, un gros exportateur de films, un gros producteur de logiciels, et puis elle dispose d'une diaspora importante, environ 15 millions d'Indiens, une diaspora très formée et très dispersée, au Sri Lanka, au Népal, en Birmanie, en Malaisie, en Australie, aux Fidji, en Afrique du Sud, à l'île Maurice, au Guyana, aux États-Unis, au Canada, à Moscou, où les relations sont restées nombreuses dans les secteurs économiques et militaires, et puis bien sûr en Grande-Bretagne où vivent 1 million d'Indiens. Alors que peut-on retenir de ce bref tour d'horizon? Au niveau régional, l'Inde affiche comme une sorte de doctrine Monroe face à ses petits voisins. Elle se veut la puissance du sous-continent et elle rappelle qu'elle est une puissance nucléaire à ses deux partenaires adversaires, le Pakistan et la Chine. À l'échelle mondiale, évidemment, le non-alignement n'a plus autant d'importance et d'intérêt qu'avant. L'Inde s'intègre dans le courant de la globalisation, elle envoie des satellites dans l'espace, mais en même temps, elle reste un pays en développement, qui est coupé en deux entre riches et pauvres, ou même en trois, avec l'apparition d'une classe moyenne, et c'est un pays où le taux d'alphabétisation de la population est en dessous de 60%. Un Indien disait récemment de son pays que c'est un miracle perpétuel. En tout cas, c'est bien plus qu'un pays, c'est une civilisation.